avec notre ami. Nous allons voir s'il est déjà en ligne. Monsieur Mohamed Lamine Keïta, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, bonjour, monsieur Jacques, je suis en ligne. Voilà, comment vous portez, hein? C'est le petit matin au niveau de Paris, c'est bien ça, hein? Oui, je vais très bien. Voilà, on va aller donc très très vite, hein? Alors, avant certainement de commencer notre émission, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que brièvement, hein, vous pouvez vous présenter? Qui est donc monsieur Mohamed Lamine Keïta? D'aucuns disent que vous êtes l'un des pères fondateurs donc, de l'UFDG. Bon, écoutez, je ne suis pas père fondateur de l'UFDG. Mohamed Lamine Keïta est un militant de longue date, de très longue date d'ailleurs de l'UFDG. Il a été fédéral de l'UFDG de France et chargé de communication de cette même fédération. Il est écrivain dans la vie professionnelle et prof de littérature. Voilà, aussi très simple, voilà. Et ça fait combien de temps que vous êtes à l'UFDG? Bon, disons que je suis arrivé à l'UFDG dans les années 2007-2008. Voilà, 2007-2008. Hein. Mais aujourd'hui, hein, d'aucuns nous disent que vous êtes plus proche donc, de M. Bahouri que de M. Cellou Dalein Diallo. Est-ce que cela tient la route? Si oui, et pourquoi? Oui, bon, vous savez, à l'UFDG, finalement, on constate qu'il y a deux courants à l'UFDG. Enfin, c'était en 2007, avec l'arrivée de M. Dalein Diallo à l'UFDG. Enfin, il était pétri d'une expérience gouvernementale aux côtés de Lansana Conté, parce qu'il a été 10 ans ministre de Lansana Conté, puis Premier ministre. Et donc, enfin, l'UFDG, la direction de l'UFDG, notamment le doyen Bamadou et Bahouri, estimait qu'il pouvait apporter quelque chose à l'UFDG, même si on savait que Lansana Conté, avec le PELIP, a fait 24 ans de dictature et de pouvoir sans partage en Guinée. Mais bon, après tout ça, et aujourd'hui, on est dans le regret de constater encore que M. Cellou Dalein Diallo est parti du gouvernement de Lansana Conté avec toutes ses expériences de mauvaise gestion et de dictature, justement, et aujourd'hui, il est en train de refaire ça dans l'UFDG. Donc, cela va de soi, vous comprendrez aisément pourquoi aujourd'hui la grande majorité des militants et des responsables de l'UFDG pensent que M. Cellou Dalein Diallo ne peut pas continuer à diriger l'UFDG comme il avait vécu au niveau du PEUP et au niveau des différents gouvernements de Lansana Conté, et que M. Bahouri qui propose une autre alternative plus futuriste au niveau de l'UFDG. Pourquoi la majorité des militants, la majorité des responsables se reconnaissent dans la vision de M. Bahouri, et donc c'est ce qui explique moi aussi, justement, ma proximité avec M. Bahouri et mon adhésion à sa vision futuriste pour la République de Guinée. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que M. Cellou Dalein Diallo vous a trahi, hein, ou bien selon vous, hein, vous êtes un peu déçu? M. Keïta? Allô? Oui, allô? Est-ce que vous avez compris ma question? Oui. Oui. Non, pas du tout, je ne l'ai pas très bien entendu. En vous entendant parler, est-ce qu'on peut dire que M. Cellou Dalein Diallo, hein, vous a trahi, ou bien vous êtes un peu déçu, hein, donc si vous voulez, de tout ce que vous attendiez de lui? Disons qu'on s'est trompé de casting, parce qu'on croyait, avec la ferme volonté de très bien faire, on a ressuscité aujourd'hui toute cette malgouvernance qu'on a connue bien avant. On croyait que M. Cellou Dalein Diallo, parce qu'il était justement pétri, je le disais tout de suite là, de cette expérience gouvernementale, et que derrière, au niveau du respect des droits de l'homme, au niveau de la bonne gouvernance, il savait qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché au sein du gouvernement Conté, qu'il allait faire prévaloir cette expérience-là pour montrer autre chose. Mais et malheureusement, il a montré ses limites. Je sais que c'est une question de trahison, c'est vrai, mais aussi c'est une question de limite. Il ne peut pas aller au-delà de ses compétences. Et aujourd'hui, ça a donné ce que ça a donné. On est allé à 3 élections présidentielles qu'on a malheureusement, 2 élections présidentielles qu'on a malheureusement perdues et une élection législative qu'on a aussi perdue. Et donc aujourd'hui, l'UFDG est en train de perdre son essence en plus. Et donc,
avec cette démobilisation que nous sommes en train de connaître, c'est du fait de la malgouvernance, de la mauvaise gestion et du népotisme surtout parce qu'il en a fait de l'UFDG une question de famille. Ce sont ses belles-sœurs, ce sont ses enfants, ce sont ses sœurs qui sont en train aujourd'hui d'occuper des postes de responsabilité ou de prendre des décisions au sein du parti, ce qui fait que le parti ne peut pas faire avancer et il y a une démobilisation totale derrière lui. Et donc aujourd'hui, la grande majorité aspire à une nouvelle UFDG, une UFDG qui va gagner et une UFDG qui va rassembler tout le peuple de Guinée pour que le pays puisse aller de l'avant et que l'UFDG puisse porter cette partition à travers une alternance en 2020, une alternance tant rêvée depuis l'indépendance de la Guinée. Vous avez parlé tout à l'heure, en décrivant un peu la gestion de M. Cellou Dalein Diallo au niveau de l'UFDG. Vous avez parlé donc des droits de l'homme, de bonne gouvernance, des limites, du népotisme. Que reprochez-vous concrètement, M. Cellou Dalein Diallo? Allons-y pas à pas. Les droits de l'homme, qu'a-t-il fait au niveau de l'UFDG? La bonne gouvernance, qu'a-t-il fait au niveau de l'UFDG? Et puis vous avez parlé de népotisme, vous avez parlé, bon, vous avez un peu expliqué. Mais à rentrer un peu dans les détails. Bon, il faut comprendre par exemple qu'au niveau des droits de l'homme, M. Cellou Dalein Diallo, depuis qu'il a commencé, depuis après 2010, disons, il y a eu une forme de gouvernance de M. Alpha Condé qui n'était pas bien dans le pays. Mais comment est-ce qu'il fallait faire? M. Cellou Dalein Diallo a toujours revendiqué des élections. Au lieu de revendiquer la bonne ou des bonnes conditions de vie de la population, au niveau de la création de richesses dans le pays, l'investissement pour qu'il y ait une baisse de chômage dans le pays, de l'emploi des jeunes et tout, il a préféré mettre les enfants d'autrui dans la rue et vous savez ce que ça en est suivi. L'UFDG a perdu plus de 70 personnes militants, disons, et responsables. L'UFDG a beaucoup perdu, ou les militants de l'UFDG ont beaucoup perdu dans les casses et autres, et donc il est en partie responsable moralement de toutes ces casses, de toutes ces pertes, et surtout de toutes ces pertes en vie humaine. De côté de sa gestion financière, l'UFDG est le parti politique en Guinée qui est le plus financé. Et aujourd'hui, l'UFDG, il faut vous aller voir le siège de l'UFDG. Le siège de l'UFDG est vétuste, comme si ils ont pris tout l'argent que l'UFDG avait et ils ont construit des maisons, ils ont acheté des voitures et puis ils ont fait ce qu'ils en veulent. Ils ont amené leurs enfants étudier dans les différents pays occidentaux. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, l'UFDG n'a aucun patrimoine et cela doit être vérifié, cela doit être audité, j'allais dire, pour que Cellou Dalein Diallo puisse répondre de sa gestion financière, surtout de l'UFDG. Mais côté népotisme, vous verrez bien que Cellou Dalein Diallo a pris, par exemple, sa belle-sœur, il l'a amenée à la CENI. Pourquoi prendre sa belle-sœur amenée à la CENI alors qu'il y a des cadres qui sont très compétents, des cadres qui se sont donnés corps et âme pour ce parti et qu'ils laissent, qu'ils balaient d'un revers de main toutes les propositions faites par les uns et les autres, qu'ils prennent sa belle-sœur pour amener à la CENI par exemple, ou bien qu'ils prennent ses cousins pour mettre, comme on appelle, à des responsabilités où des militants et des responsables étaient capables de prendre ces responsabilités. Donc, il faudra comprendre qu'au-delà de tout ceci, l'UFDG sous Cellou Dalein Diallo ne peut pas gagner et n'a jamais gagné. Pourquoi? Au premier tour des élections présidentielles, nous avions, en 2010, je suis en train de souligner, nous avions eu 44% au premier tour. Quelqu'un qui a eu 18% au premier tour, est venu battre l'UFDG qui avait 44%. Et ça, c'est de la responsabilité de Cellou Dalein Diallo, parce que c'est lui qui n'a pas accepté les propositions qui avaient été faites en ce moment par les cadres de l'UFDG. On est venu au niveau des élections législatives de 2013. Les propositions qui avaient été faites aussi par les cadres de l'UFDG pour qu'il y ait assainissement du fichier électoral, pour que la société Waymark ne puisse pas suivre les élections. Ça aussi, il a refusé. Il a mis les enfants dans la rue. Ils ont été assassinés. Et puis,
il a marché sur leur corps pour accepter encore Waymark comme opérateur technique des élections législatives de 2013. Il est parti à ces élections et les élections ont été perdues encore. En 2015, les dernières élections présidentielles, il n'y a pas ce que les cadres de l'UFDG ne lui ont pas dit par rapport à la non-transparence des élections. Lui-même le disait bien en avant. Pourquoi aller à ces élections et pendant que le fichier n'a pas été nettoyé? Lui-même disait que, et c'était au vu et au su de tout le monde, il y avait plus de 400 000 doublons, il y avait plus de 600 000 mineurs enregistrés, et il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait pour que cela soit corrigé avant d'aller à ces élections. Mais il s'est entêté, il est parti à des élections pour dire que M. Alpha Condé a une bonne volonté pour nettoyer le fichier avant le jour de l'élection. Ceci n'a pas été fait, et mieux, les administrateurs territoriaux qui sont les maires des communes et des communes rurales n'ont pas été changés, parce que c'était des délégations spéciales qui avaient été mises en place. Ceci aussi, il n'a pas touché du doigt cela pour montrer son opposition à une éventuelle hold-up électorale. Mais malheureusement, tout ceci a été constaté, mais on est parti aux élections et encore on les a perdus. Je pense que Cellou Dalein Diallo a atteint ses limites à l'UFDG comme président de l'UFDG, et donc l'UFDG doit changer de leadership pour que l'UFDG puisse être une UFDG qui gagne. Alors, pour parler de la gestion de M. Dalein, vous avez dit que le parti a récolté donc beaucoup d'argent. Donc, vous êtes en train de parler actuellement donc de mauvaise gouvernance de la part de M. Dalein ou bien de détournement de fonds? Je suis en train non seulement de parler de mauvaise gouvernance, mais aussi de détournement de fonds. C'est-à-dire? La mauvaise gouvernance, je suis passé au peigne sans tout de suite, mais il y a, je vous ai dit en amont, qu'il y a une gestion de fonds dont M. Dalein aujourd'hui est responsable. L'UFDG n'a aucun patrimoine aujourd'hui, et l'UFDG, avec toutes les élections auxquelles on a participé et toutes les actions que l'UFDG a faites, aujourd'hui, il n'y a pas de document comptable qui prouve que les financements de l'UFDG sont partis par ici, ou bien quelles sont les sources de financement de l'UFDG. Donc, il faut que Cellou Dalein Diallo et son petit directoire puissent nous donner des documents comptables sur la gestion financière des fonds de l'UFDG, mais aussi qu'il nous fasse un bilan de gestion durant ces 7 dernières années à la tête de l'UFDG. À la tête de l'UFDG, alors chez nous on dit, celui qui ne peut pas gérer donc des poulets ne peut pas donc gérer donc des moutons. Si selon vous, au niveau de l'UFDG, M. Dalein n'a pas pu gérer comme cela se doit le parti, est-ce qu'on peut confier certainement donc la nation, la Guinée, donc à M. Dalein? Est-ce que vous pensez qu'il pourra être à la hauteur? Je suis de ceux-là qui sont convaincus aujourd'hui. Si hier j'avais des doutes, aujourd'hui je suis de ceux-là qui sont convaincus que M. Cellou Dalein Diallo ne peut pas gouverner la Guinée. Pourquoi? Parce que Cellou Dalein Diallo c'est quelqu'un qui s'est entouré, si lui-même il n'est pas, des assassins. Parce que c'est des personnes d'abord qui ne peuvent pas respecter les droits de l'homme. On est parti en Guinée, comment on appelle, pour le retour de M. Bahouri. Vous avez observé ce qui s'est passé. Un journaliste a été assassiné au sein même du siège de l'UFDG, et c'est des gardes-corps propres et personnels de Cellou Dalein Diallo et de sa femme qui ont tiré sur le journaliste. Donc ça c'est un. Deuxièmement, je suis convaincu qu'il ne peut pas le faire. J'avais des doutes et je suis convaincu qu'il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que non seulement il a appris de Lansana Conté et du PIP d'une mauvaise gestion, des détournements de deniers publics, et il a répété ces actions-là à l'UFDG. Aujourd'hui, on est convaincu qu'avec Cellou Dalein Diallo à la tête de la Guinée, par exemple, ça sera encore du népotisme, encore du détournement de deniers publics et encore pire, la violation des droits de l'homme à tous les niveaux.
La violation des droits de l'homme à tous les niveaux. Tout à l'heure, en parlant donc des manifestations, vous aviez dit, je vous cite, M. Dalen a mis donc les enfants donc dans la rue et il y a eu donc beaucoup de morts. Êtes-vous en train donc de parler de l'utilisation des enfants en guillemets soldats pour dans les meetings politiques? C'est à ça vous faites allusion? M. Dalen a une chose. Il pense que parce qu'il est Peul et que le Fouta est une région où il y a un certain nombre de choses, il y a un certain nombre de richesses, il y a un certain nombre de valeurs qu'il faut mettre en avant pour essayer de avoir une mise, disons, sur l'autorité en Guinée. Je pense qu'il utilise cette fibre ethnique-là pour se faire important, pour se faire valoir au sein des différentes communautés en Guinée. Et donc, ils veulent, comme l'a dit M. Ba la dernière fois, ils veulent ghettoiser le Fouta, faire en sorte que le Fouta soit un coin où c'est une zone d'instabilité pour que toute l'Afrique de l'Ouest, le monde entier puisse considérer comme cela. Et puisque c'est lui qui est à la tête de l'UFDG, donc c'est lui qui est Peul, et c'est lui qui incarne une certaine, disons, confiance au niveau de la population Peul, donc on ne peut pas faire sans lui. Alors que c'est une mauvaise manipulation, c'est une manipulation, j'allais dire, c'est un mauvais calcul. L'UFDG n'est pas égal au Fouta Jalon. L'UFDG n'est pas égal à la moyenne Guinée. L'UFDG, c'est un parti national où toutes les communautés y sont invitées, où toutes les communautés sont appelées à jouer des rôles, à prendre des responsabilités pour que ce pays puisse sortir de l'ornière. On n'a pas besoin aujourd'hui d'ethniser les débats, on n'a pas besoin d'avoir des partis politiques ethniques, et M. Dalen Diallo, il joue sur la fibre ethnique pour essayer de se faire important pour qu'il puisse épargner les détournements de fonds qu'il a eu, les détournements qu'il a eu à faire, les biens qu'il a eu à détourner. Mais votre nom, c'est Mohamed Lamine Keïta. Beaucoup de personnes vous diront certainement que vous êtes de la Haute-Guinée, hein, mais certaines personnes disent que vous êtes beaucoup plus même du Fouta que de la Haute-Guinée. Alors, que répondez-vous à cela? Bon, vous savez que la Guinée, j'aime souvent écrire que je suis fier, je suis d'origine mandingue, c'est-à-dire je suis d'origine de la Haute-Guinée, mais j'ai une culture Peul. J'ai une origine mandingue et j'ai une culture Peul. C'est-à-dire, je vais vous expliquer, je suis hautement métissé et je suis fier de cela. Avoir des parents et de la Haute-Guinée et du Fouta, vivre en Haute-Guinée et au Fouta, en Basse-Côte, être un adopté de la Guinée forestière, j'en suis fier. C'est ce que je réponds à ça. Je suis fier d'être un Guinéen tout court. Voilà. Fier d'être un Guinéen, donc tout court. Hein. Mais vous parlez un peu, donc utiliser un peu l'ethnie, la région pour acquérir le pouvoir. Ce n'est pas la première fois en Afrique. Hein. Dans le temps, le président Alpha Condé qui est président, il avait tenté aussi. Hein. Ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas? Mais même si ce n'est pas la première fois, mais ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Il faut que les Guinéens apprennent à faire une nouvelle façon de faire la politique. On est en 2015, on n'est plus en 2009 ou en 2010. Il faudrait que tous les Guinéens, même toutes les ethnies confondues, puissent se donner la main, puissent choisir en quelque sorte les fils et les filles qui sont capables d'amener le pays en avant, pour pouvoir travailler et synchroniser, si vous voulez, leurs compétences pour qu'ils puissent travailler afin que ce pays puisse se développer. Parce que regardez les autres pays. Quand vous partez tout près de chez nous, au Sénégal, la dernière fois, j'ai vu le président du Rwanda venir en Guinée, mais regardez aujourd'hui le Rwanda qui a connu cette, comment on appelle, ce génocide. Et regardez la Guinée qui n'a jamais connu de guerre civile. C'est une honte quand on sait que la Guinée dispose de toutes ses richesses, de toutes ses potentialités. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'heure est venue pour que les Guinéens puissent transcender tous les clivages aujourd'hui qui faisaient en sorte qu'ils ne puissent pas s'entendre. Pour qu'ils puissent s'entendre, l'ethnie n'a pas sa place. On a
on a beaucoup d'ethnies, beaucoup de langues en Guinée, mais c'est une valeur qu'il faut aujourd'hui mettre, c'est un potentiel qu'il faut mettre en valeur pour que nous puissions vraiment atténuer tous les problèmes que nous avons en matière d'ethnie et que les compétences puissent s'affirmer pour que la Guinée puisse aller de l'avant. Sinon, on va se ratatiner dans nos écrins pendant encore des décennies. Et si nous laissons des gens comme Michel Oudalén Diallo arriver au pouvoir en Guinée, c'est que la Guinée est repartie encore pour plusieurs décennies de retard et d'antidémocratie. Et nous serons obligés, la Guinée sera obligée de faire revenir malheureusement, comme l'a connu la Côte d'Ivoire, comme l'a connu malheureusement d'autres pays. Parce que c'est des gens qui planifient justement des guerres civiles larvées dans le pays. Et il faut leur barrer la route. Voilà, il faut leur barrer donc la route. Nous allons revenir un peu à tout ça. D'aucuns vous diront que voilà, M. Mohamed Lamine Keïta est très amer aujourd'hui parce qu'il a été exclu donc du parti. Donc il fait tout pour déstabiliser donc l'UFDG. Alors, que répondez-vous par rapport à ça? Moi, je pense que les gens se trompent. Ce n'est pas une question d'être exclu de parti. J'ai toujours dit que je ne considère pas ce papier qu'a signé Oudalén Diallo par l'exclusion de qui que ce soit, parce que il ne se base sur aucun texte, sur aucun article au niveau du règlement intérieur et au niveau des statuts du parti. Donc ça annule en effet. Aujourd'hui, la justice est en train d'étudier les cas de plusieurs exclusions, dont l'exclusion de M. Baouri et de M. Mamadou Bari, qui est le neveu du doyen Fouban Mamadou. Et donc, je pense que ceux qui disent que ces gens-là ont été exclus de parti, je pense qu'ils se trompent parce qu'on usera de tous les moyens légaux pour montrer à ces personnes-là qui veulent instaurer une dictature d'abord au sein de l'UFDG que cela ne marchera pas. Et que cela ne marchera pas non plus parce que ces gens-là, ils vont réinstaurer encore la dictature dans le pays. Donc, qu'ils se détrompent, nous sommes de l'UFDG à part entière et nous resterons de l'UFDG jusqu'à ce qu'on ait la victoire finale, Inch'Allah. Voilà. Alors, revenons donc aux conditions les conditions dans lesquelles vous avez été exclu du parti. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire exactement, selon vous aujourd'hui, pourquoi avez-vous été exclu donc du parti? On trouve aussi certains disent. Bon, moi, le courrier que j'ai vu, qui ne m'a jamais été adressé d'ailleurs, je l'ai appris par voie de presse et j'aurais appris que je critiquais les décisions de parti au niveau des médias. Voici ce que j'ai vu comme reproche m'excluant de parti. Oui, mais certains trouvent que vous n'avez pas du tout, non seulement votre langue dans la poche, vous êtes très dur, parfois vous utilisez même des propos, j'allais dire, injurieux en parlant donc des cadres du parti, alors qu'il y a des statuts et règlements intérieurs de votre parti. Vous ne les suivez pas, et dans un parti qui se veut moderne, doit donc appliquer la sanction, et c'est pourquoi vous avez été exclu. Moi, je pense que c'est des gens qui sont des attardés. Pourquoi? Parce que, ils ne sont pas... c'est comme s'ils n'étaient pas dans le 21e siècle. Ils veulent faire de la politique comme les gens le faisaient dans les années 80, où lui-même, Oudalén, quand il venait, il ôtait ses chaussures à la porte là-bas, il se courbait pour dire bonjour à Lansana Conté, il l'appelait parfois papa. Moi, je leur dis que je ne suis pas dans ce culte de personnalité. Les collègues au niveau du parti sont des collègues, sont des camarades politiques, et donc si j'ai envie de m'adresser à eux, je n'ai pas besoin de leur dire élage ou imam ou je ne sais quel autre qualificatif. Je leur appelle par leur nom, si je leur colle un monsieur, tant mieux, et donc on continue. Et quand on fait les débats, quand une personne fait une chose qui est anormale, il faut oser lui dire qu'elle a fait une chose qui est normale. Et donc, eux, ils sont toujours dans ce culte de personnalité-là où on ne peut pas dire ce qu'on pense. À partir du moment où tu dis ce que tu penses, tout de suite, tu es exclu, tout de suite, on brandit des menaces, tout de suite, ils constituent même des délégations pour aller voir tes parents pour dire que ton enfant est en train d'insulter tel ou tel responsable. Alors que
quand on est en 2015, Monsieur Roger, quand on est en 2015, vous conviendrez avec moi qu'il faut oser. Maintenant, l'Afrique a besoin d'institutions fortes et non d'hommes forts. Et ces gens-là, ils veulent persister sur les avantages qu'ils ont. Ils veulent se barricader derrière cette institution pour marquer leur supériorité, pour dire c'est moi qui suis là et c'est moi qui dirige. Alors que si l'institution est forte, toute personne est capable de se lever à l'intérieur pour dire ce qui ne va pas, pour demander à ce qu'il y ait des réformes pour que les choses puissent marcher encore dans de conditions meilleures. Et donc, je pense que puisque je suis comme ça, moi, ils ne peuvent pas ou ils ne pouvaient pas du tout gober cela. Et donc, ils ont fait leur décision à travers leurs déclarations qui sont laconiques. Et donc, voilà. Moi, je considère que ces déclarations ne me concernent pas et je continue à assumer mes responsabilités au sein de l'UFDG et le combat continue et ça sera jusqu'au bout. Le combat continue, ça sera jusqu'au bout. Hein? Alors, M. Dalen et l'UFDG disent qu'ils se battent pour des valeurs, c'est-à-dire d'avoir les droits de l'homme, la bonne gouvernance et puis la démocratie. Alors, quand vous entendre parler, hein, cela n'existe pas donc à l'UFDG. Alors, comment on peut certainement, hein, est-ce qu'on peut parler un peu là j'allais dire, un peu parler d'hypocrisie, hein, c'est un peu cela, hein, voilà. Est-ce qu'on peut parler d'hypocrisie de la part donc de l'UFDG et puis donc de ses leaders? L'UFDG est un grand parti. De surcroît, c'est le plus grand parti aujourd'hui de la Guinée. Ça, il faut le reconnaître, c'est le travail des cadres et responsables du parti. Mais Cellou Dalein Diallo, le leader de l'UFDG, s'est entouré d'un petit clan qui est en train aujourd'hui de faire la pluie et le beau temps à la tête de l'UFDG en excluant les gens, en faisant justement de ce que vous êtes en train de dénoncer là ou de dire là, en faisant justement de l'hypocrisie, en demandant à ce qu'il y ait démocratie, à ce qu'il y ait droits de l'homme en Guinée, mais ils pratiquent le contraire. Ils sont en train d'enfreindre aux lois démocratiques ou à l'esprit démocratique. Ils sont en train de piétiner les droits de l'homme et ils veulent demander ou instaurer cela. Ces gens-là ne peuvent pas instaurer ni la démocratie ni les droits de l'homme en Guinée. Et donc, s'il y a eu quelqu'un qui s'est battu pour les droits de l'homme en Guinée, justement c'est M. Bahouri. Pourquoi? Parce que les droits de l'homme en Guinée, l'OGDH, l'Organisation guinéenne des droits de l'homme, c'est lui qui l'a créé déjà en 1991 jusqu'à maintenant. Cette organisation, elle existe et elle est en train de se battre. Comme vous êtes un journaliste d'investigation, vous êtes en train de voir quelles sont les actions de cette organisation, de cette ONG. Et je pense que Cellou Dalein Diallo, en disant qu'il est en train de se battre pour des droits ou pour la démocratie, il est en train justement de faire le contraire. Pourquoi? Parce que je pense qu'il est en train de protéger justement les détournements de fonds qu'il a eu à faire, et je pense que c'est un comique. Voilà, les détournements, voilà. Alors, revenons donc dans les circonstances donc, de l'exclusion donc, de M. Bahouri. Hein. Nous n'allons pas certainement reprendre un peu ce qui s'est passé. Mais selon vous, hein, pourquoi a-t-il été exclu? Hein? Pourquoi? Il faut comprendre que depuis que M. Bahouri a bénéficié, disons, de l'amnistie, depuis que M. Bahouri a bénéficié de la grâce présidentielle lui permettant de rentrer à Conakry, il y a eu des vœux qui se sont levés dans le clan de Cellou Dalein Diallo, dans son petit directoire, pour dire que ce n'était pas opportun, notamment Fodé Ousmane, Ousmane Gawal, ou encore le porte-parole de Cellou Dalein Diallo qui est Fadiga, pour dire que ce n'était pas opportun que M. Bahouri puisse rentrer à Conakry après 4 ans d'exil. Vous voyez que ce n'étaient pas des personnes qui étaient prêtes à l'accepter ou à accepter son retour à l'UFDG, son retour en Guinée.
Quand il est arrivé à Conakry, il a dit la première maison où je mettrai pied, ça sera au siège de l'UFDG. Et dès qu'on est descendu de l'aéroport de Conakry, on est parti directement au siège de l'UFDG. Il a fait son meeting, il est rentré à Conakry et il est rentré chez lui. Mais quand il a annoncé que la semaine suivante, il allait, c'est-à-dire le 5 février, qu'il allait être, comment on appelle, qu'il allait partir, il allait assister à la réunion du bureau exécutif, ils ont tablé, Cellou Dalein et son petit clan, le jeudi, c'est-à-dire la veille, pour l'exclure de parti. Ça veut dire que c'est des gens qui ont une mauvaise foi et que c'était des personnes qui ne voulaient pas du tout, mais pas du tout, le retour de Bahouri au sein de l'UFDG. Mais il est rentré, parce que c'est une décision qui est illégale. Il va introduire, il a introduit d'ailleurs un recours interne, et ils ont assumé leur acte, leur forfaiture, et maintenant il y a la justice qui va faire son travail, parce qu'il va introduire un autre recours à la justice, et on verra qui est-ce qui a raison, parce que en violation flagrante des statuts et règlements intérieurs, ils ont pris le conseil politique et se retrouver chez Cellou Dalein pour prendre la décision, alors que c'était le bureau exécutif qui devait le faire et qui devait siéger au siège national du parti pour prendre ces genres de décisions. Et mieux, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le même congrès qui a élu Cellou Dalein Diallo comme président du parti et premier responsable, c'est le même congrès qui a élu Bahouri comme premier vice-président du parti et deuxième personnalité du parti. Donc, Cellou Dalein et son petit clan de 60 personnes n'avaient pas le pouvoir de l'exclure. Mais puisqu'ils ont fait cette forfaiture-là, la justice guinéenne va trancher. Alors, vous avez dit que M. Dalein et son clan de 60 personnes n'avaient pas la possibilité de l'exclure. Mais depuis l'exclusion donc de M. Bahouri, nous constatons que la majeure partie donc non seulement des fédéraux et puis des militants sont non seulement pour cette décision, mais apportent leur soutien à M. Dalein. Comment vous expliquez un peu cela? Ça, je vais un peu rigoler. Pourquoi? Parce que regardez toutes les déclarations qui ont été faites par des soi-disant fédéraux. C'est la même déclaration qui a été rédigée à Conakry par la petite cellule de communication de Cellou Dalein. Et c'est la même déclaration. Et sur la même déclaration, ils ont changé comme fédération de telle ou fédération de telle. C'est eux-mêmes. C'est au sein du petit directoire de Cellou Dalein. C'est là-bas même que tout a été fait. Aucune fédération n'a fait une déclaration officielle. Et donc, ou bien c'est des personnes à part entière, c'est-à-dire sous leur propre responsabilité qui font des petites déclarations. Jamais il y a eu une réunion fédérale au sein des 70 fédérations, je dis bien au sein des 70 fédérations dont l'UFDG dispose, il n'y a jamais eu une seule réunion pour prendre une décision contre ou pour être pour ou contre l'exclusion de M. Bahouri, à plus fort raison pour soutenir M. Bahouri ou pour soutenir Cellou Dalein. Il y a eu des personnes physiques qui ont pris des décisions pour dire que je soutiens tel ou je soutiens tel, mais le reste a été fabriqué dans le petit bureau de Cellou Dalein Diallo et les signatures ont été faites là-bas. Regardez, allez-y, revoyez toutes les déclarations, vous verrez que c'est la même déclaration qui a circulé pour toutes les fédérations du monde. Mais je pense que les fédérations de Guinée, la fédération de France ou les fédérations des États-Unis ne peuvent pas du tout avoir le même vocabulaire, le même lexique et tout ce qui s'ensuit. Moi, je pense que ils sont en train de se ridiculiser avec ces genres de méthodes. Alors, la décision, certains disent que la décision d'exclure Bahouri est justement venue donc des fédérations donc des États-Unis. D'abord, est-ce que vous confirmez un peu cela? Moi, je dis que c'est faux et c'est archi faux. Ceux qui le disent se trompent royalement et je pense que cette décision ne vient que de Cellou Dalein Diallo et de son petit directoire. Le clan des 6 dont il dispose chez lui, c'est eux qui prennent toutes les décisions avec lui et qui les exécutent
ou qu'il les fait exécuter. Voici ce qui est où il les exécute, il monte sur les autres pour dire que c'est eux. Alors que c'est faux, c'est eux qui le font, c'est eux qui font tout. Ils sont les yeux, ils sont les pieds, ils sont les mains de ce qui est en train aujourd'hui de se passer au sein de l'UFDG. Aucune fédération n'est associée à ça. Alors, Monsieur Keïta, je vais vous poser une question très sensible. Hein. La dernière fois, Monsieur Bahouri a botté en touche, hein, mais je vais vous reposer la même question. Hein. Le doyen Sékou Yaya est quelqu'un qui est très considéré au sein de l'opposition et surtout dans le milieu de l'UFDG et du Fouta. Le doyen a donné des conseils, il y a donc à M. Bahouri de se rendre au siège sans ses gardes ou bien, voilà, disons seul, afin donc d'expliquer un peu ce qui est arrivé après son exclusion. M. Bahouri s'est rendu et nous connaissons pratiquement... Bon, je dois vous signaler une chose. Une minute, Tout de suite là, ce que j'étais en train de vous dire. Tout de suite là, ce que j'étais en train de vous dire. À l'UFDG ou dans les partis politiques maintenant en Guinée, on ne doit plus parler d'ethnie. Le doyen Sékou Yaya Diallo, c'est le doyen, c'est le responsable de la communauté alipoulard en Guinée. Il doit s'occuper des problèmes sociaux. Les problèmes politiques se règlent avec les acteurs politiques. Voici pour moi ce qui doit être. C'est comme ça les choses doivent aller. Monsieur El Hadj Sékou Yaya n'a pas vocation à parler politique parce qu'il n'est pas de l'UFDG. C'est vrai que les premiers responsables de l'UFDG sont des enfants de Fouta et c'est des Halpoula. C'est normal qu'ils interviennent socialement s'il y a problème entre eux, mais quand c'est des décisions politiques qu'on doit prendre, des personnes comme ça, qui sont des sages, ils doivent prendre des décisions qui sont sociales. Les décisions politiques doivent nous appartenir et c'est ce que nous avons fait. Mais rassurez-vous aussi que M. Bahouri, pour lever l'équivoque, est parti au siège de l'UFDG sans garde-corps, il n'était même pas, il n'était accompagné que de 3 personnes, c'est-à-dire 2 de ses amis et un journaliste de Guinée Matin qui avait fait son interview avant qu'il ne se rende là-bas au siège. Voici les personnes avec lesquelles il est parti au siège. D'accord. Alors, permettez-moi donc de finir un peu donc cette question. Hein, c'est la même question d'ailleurs, monsieur. Que vous voulez ou pas, c'est la réalité du terrain. Le doyen est encore très écouté, certainement au niveau donc de l'UFDG. Et c'est sur le conseil d'ailleurs du doyen que monsieur Bahouri s'est rendu au siège. Est-ce qu'avec un peu de recul aujourd'hui, et aussi avec la déclaration attribuée au doyen, en disant... Monsieur Bahouri ne s'est pas rendu au siège sous les conseils de monsieur Sékou Yaya. Monsieur Bahouri, dès qu'il est arrivé, dès qu'il est rentré à Conakry, il a déclaré, vous pouvez encore revoir ses interviews, il a déclaré que je me rendrai au siège à la réunion au siège de parti le 5 février. Il a fait la déclaration une semaine avant. Maintenant, qu'il y ait des tentatives de récupération par-ci ou des tentatives de récupération par-là, ça, c'est des actions que les gens font au quotidien pour se faire valoir, pour montrer que c'est eux qui ont mené telle ou telle action. Mais la décision politique qui est venue, c'est qu'il a décidé de partir au siège de l'UFDG, son entourage ou ses collaborateurs lui ont encouragé de partir à ce jour-là parce que avant ce jour, il ne pouvait pas le faire et donc il est parti à ce jour-là, mais malheureusement, ils ont voulu attenter à sa vie, ils ont voulu l'assassiner, mais Dieu merci, ça n'a pas ils n'ont pas réussi. Même si un journaliste a perdu la vie, c'est un hommage que nous lui rendons, mais ça s'est passé comme ça. Alors, je reviens encore sur ma question. Cette fois-ci, permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Monsieur Bahouri, que j'ai interviewé la semaine dernière, a été clair qu'il allait donc au siège sous ce jour-là, le lendemain, sous les conseils donc du doyen, voilà. Et avec du recul. Et surtout après la déclaration du doyen d'Al-Poula, faisant croire que monsieur Bahouri est venu pour déstabiliser donc l'UFDG. Et vous avez parlé donc du tentative d'assassinat donc de M. Bahouri ce jour-là. Est-ce qu'on peut parler d'un guet-apens selon vous, avec un peu de recul? Bon, même avec un peu de recul,
je reviens sur ma position. Si M. Bahouri a été conseillé par le doyen, cela n'est pas entré dans le cadre, disons, politique. Il n'a pas, enfin, au niveau de ses collaborateurs politiques, la question ne s'est pas posée. Pour nous, la question devait être répondue de la façon la plus politique qui soit. Et donc, pour ne pas, enfin, mêler les deux, le social et le politique, je pense que nous avons suivi les conseils de nos collaborateurs et nous l'avons conseillé aussi de partir au siège comme il l'avait affirmé dès le début. Et donc, mais ce qu'il faut comprendre aussi, j'ai vu les déclarations ou bien les déclarations de certains journalistes, les écrits de certains journalistes qui ont porté, voilà, leur voix au doyen Sékou Yaya, mais le doyen Sékou Yaya ne peut pas, je dis bien, le doyen Sékou Yaya ne peut pas du tout prononcer ces expressions-là à l'encontre de M. Bahouri. C'est pas possible. Le doyen Sékou Yaya, d'abord, c'est une personne qui est très 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 fatiguée. En plus de cela, il ne voit même plus. Il est non-voyant. Et donc, je vois mal comment est-ce que le doyen Sékou Yaya peut dire ou peut se prononcer jusqu'à confier ça à une presse pour dire que M. Bahouri est venu pour déstabiliser l'UFDG et que derrière, voilà. Moi, je pense que c'est des déclarations fantoches et que derrière, il n'y a rien, il n'y a pas à envier ou à reprocher au doyen Sékou Yaya. Il joue ce rôle de patriarche et je pense qu'il le fait très bien. Au-delà de ça, l'UFDG, c'est un parti politique, c'est un parti national et le débat au sein de l'UFDG ne doit pas être ramené à une question d'ethnie ou à une question de région. Nous sommes parfaitement d'accord avec vous, hein, mais Monsieur Keïta, est-ce que vous comprenez aujourd'hui la réaction de vos compatriotes, surtout vos militants, quand ils pensent que M. Bahouri et vous êtes rentrés à Conakry pour détruire l'UFDG? Parce que vous avez été reçu 2 ou 3 fois par le président donc Alpha Condé, et une fois rentré donc à Conakry, même si nous savons que le combat de Bahouri a commencé depuis 3 ou 4 ans, mais il y a eu une coïncidence. Et une fois rentré, tous ces problèmes ont commencé. Le militant lambda, quand il dit c'est tellement que Bahouri est venu pour déstabiliser l'UFDG, est-ce que vous pouvez à la limite comprendre un peu cela, même si ce n'est pas, c'est pas tout à fait correct? Moi, je comprends une chose dans tout ça. M. Bahouri a créé l'UFDG en 1991. Il ne peut pas revenir en 2015 pour détruire cette UFDG-là. C'est un. Deuxièmement, je comprends une chose. Je sais que Sénégalais et son petit clan ne veulent pas du tout ou ils ne veulent plus de Bahouri au sein de l'UFDG et donc ils sont capables de construire des mensonges qui sont grandioses pour déverser ça sur la paix des populations et qu'ils puissent faire tourner ces rumeurs qui incriminent Bahouri dans toutes ses actions. Aujourd'hui, il est victime d'une campagne de diffamation dans la cité, disons, mais voici ce que je dirais aux citoyens lambda, que M. Bahouri est suffisamment responsable pour ne pas prendre ce qu'il a construit et mettre tout ça dans l'eau. Il s'est battu pour les droits de l'homme et il s'est battu pour la démocratie dans ce pays pendant plus de 20 ans ou pendant plus de 30 ans maintenant. Je ne pense pas que c'est maintenant qu'il va démissionner à cause de Cellou Dalein Diallo qui a participé à toutes les dictatures dans le pays pour dire que j'abandonne et je laisse la partie à M. Diallo. Je pense qu'il ne peut pas détruire l'UFDG. Plutôt, il est venu pour reconstruire l'UFDG parce que M. Cellou Dalein Diallo a sacrifié le parti, parce que M. Cellou Dalein Diallo a piétiné le parti, parce que M. Cellou Dalein Diallo a dénigré l'image du parti et sur le plan national et sur le plan international. Aujourd'hui, tous les alliés politiques de l'UFDG ont quitté l'UFDG à cause de Cellou Dalein Diallo, à cause de ses pratiques et à cause de sa mauvaise foi, de sa mauvaise gestion. Les militants sont en train de se démobiliser à cause de lui et donc il faut que M. Bahouri sauve l'UFDG. C'est un devoir d'ailleurs pour lui, pour que l'UFDG ne coule pas, pour que l'alternance au sein de ce pays qui a été rêvé depuis l'indépendance de ce pays puisse être une réalité en 2020. Oui, alors, M. Keïta. Voici ce que j'ai à dire, Lambda.
Chez nous, on dit on ne quitte pas la danse pour aller taper son tam-tam ailleurs. Le combat se passe à Conakry. Hein. Vous êtes articulé, vous êtes autour de Bahouri, hein, mais on constate que vous n'êtes pas à Conakry pour engager le combat avec Bahouri. Monsieur Saliou Diallo est à Dakar, vous êtes à Paris. Hein. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire que vous avez ces intentions à certainement abandonner un peu la bataille, Monsieur Keïta? On n'abandonne pas la bataille. On n'abandonne pas la bataille. Et moi, et M. Saliou Diallo, avions été à Conakry, accompagné le premier vice-président de l'UFDG, M. Bahouri, le 24 janvier dernier. On y a été et jusqu'à la semaine dernière. C'est normal qu'on tourne parce qu'on a des missions à faire, parce qu'on a des engagements ailleurs aussi. Mais le combat continue. Nous irons en Guinée, nous resterons ici partout où nous sommes. Nous serons sur le terrain, sur le front de combat et on va combattre jusqu'à la victoire finale. Donc, que les gens qui disent que nous ne sommes pas sur le terrain, nous sommes sur le terrain et peu importe à la seconde près ou au mois après où nous sommes, mais nous sommes ici, à Paris, à Dakar, aux États-Unis et nous serons aussi en Guinée. Et ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est pas Lamine Keïta seulement, c'est pas Saliou Diallo seulement qui sont derrière Bahouri. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres milliers de jeunes et de responsables de l'UFDG qui sont à Conakry, qui sont à l'intérieur du pays, qui travaillent, qui transcendent pour que la victoire soit du côté de M. Bahouri, parce que c'est lui qui incarne le changement, parce que c'est lui qui incarne le dynamisme, parce que tout simplement, aujourd'hui, n'a besoin que de lui, parce que c'est le seul présidentiable aujourd'hui au sein de la classe politique guinéenne, en tout cas pour l'alternance en 2020. Et voilà, on est en train de travailler sur ça, que ce soit ici, que ce soit là-bas, et il y a encore des milliers de personnes qui travaillent avec nous. Voilà. Selon vous, la victoire finale représente quoi? C'est quoi la victoire finale? La victoire finale, c'est quoi? La victoire finale, c'est quand l'UFDG va restaurer, va redorer ses blasons, quand l'UFDG renouera avec tous les autres partis politiques, avec toutes les ethnies de la Guinée, c'est quand l'UFDG sera capable de rassembler toutes les régions de la Guinée, c'est quand l'UFDG sera capable d'être, parce que c'est la première force politique, d'incarner, d'être victorieuse, d'incarner l'alternance et de pouvoir construire avec les autres partis politiques une victoire en 2020. Ça sera la victoire finale et le travail va commencer, la Guinée va avancer et le pays sera émergent dans une dizaine d'années. Ça ne sera pas certainement le même parti politique, puisque la majeure partie donc des militants, des CELO avec qui nous discutons ici, qui sont devenus de plus en plus même, j'allais dire un peu violents, sont d'accord avec M. Dalein. Donc vous risquez certainement de vous retrouver avec les autres militants, mais sans la majeure partie des militants de l'UFDG. Il faut comprendre que la majeure partie de l'UFDG se trouve à l'intérieur du pays. On n'a pas les militants de l'UFDG qui sont à l'extérieur, certes, ils sont nombreux, mais en Guinée, la population militante qui se trouve en Guinée n'est pas la même population militante qui se trouve à l'extérieur. Et donc, s'il faut comprendre la majorité au sein de l'UFDG, il faut se rendre là-bas en Guinée et voir comment les cadres sont par rapport à leurs idées, comment les responsables sont par rapport à leurs idées, comment est-ce que la majeure partie, maintenant la population guinéenne, sont avec leurs idées. M. Bahouri a déclaré la dernière fois qu'il ne cherche pas du tout à gagner le Fouta, mais qu'il cherche à gagner la Guinée. Et je suis de ceux-là qui pensent que voici les déclarations d'un responsable, d'un présidentiable qui peut mobiliser, qui peut rassembler autour de lui toutes les communautés de la Guinée, que ce soit maintenant les communautés religieuses, que ce soit les communautés ethniques, pour faire avancer le pays. C'est de cela aujourd'hui que nous avons besoin. Pas justement des personnes qui suivent un leader parce que ce sont parents, parce que rien ne vous garantit que ceux qui sont en train de le dire dans votre radio, ce ne sont pas des cousins lointains de Saliou Diallo. Et donc, nous pensons qu'au-delà de l'ethnie, il faut construire une UFDG nationale et une UFDG qui peut rassembler
tous les fils et filles de Guinée pour qu'elles puissent gagner les futures échéances électorales. Alors, à votre retour donc à Conakry, au moment où vous étiez à Conakry, vous aviez dit des proches de M. Dalen me menacent donc de mort. Est-ce que vous pouvez certainement commenter un peu cela? Vous savez que à une semaine, c'est-à-dire le mercredi 27 janvier, Ousmane Gawal, le député de Gawal, avait écrit sur sa page Facebook que Lamine Keïta doit être l'agneau de sacrifice de Bahouri pour déclencher un règlement de compte par assassinat politique à l'UFDG. Je pense que la déclaration encore existe sur sa page Facebook, vous pouvez aller voir. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a des personnes qui m'appellent, qui m'écrivent là-bas quand j'y étais pour me menacer de mort. Mais la mise en scène du député Ousmane Gawal, une semaine avant le 5 février, et qui a fait que les violations ont été de la sorte, de la manière dont il l'a décrite, l'assassinat du journaliste malheureusement a été de la sorte dont il l'a décrite, je pense que ces gens-là, il ne faut pas du tout composer avec eux parce qu'on a vu qu'ils peuvent et qu'ils savent d'abord planifier des assassinats et qu'ils peuvent exécuter leur planification. Donc, du coup, je le confirme, mais ils verront que moi, je n'ai pas peur d'eux et je suis prêt à faire le combat jusqu'au bout. Alors, vous avez parlé de l'honorable Ousmane Gawal, là, vous avez dit qu'il fait de la comédie politique. À quoi faites-vous allusion? Ousmane Gawal, il fait de la comédie politique. Pourquoi? Parce qu'il est en train de s'emborder dans toutes les sauces et à chaque fois que quelque chose se fait, il se fait commentateur de la chose politique. Alors qu'il est élu pour quelque chose. La circonscription de Gawal aujourd'hui reste la circonscription, si ce n'est pas la plus pauvre, mais l'une des plus pauvres du pays. Il y a des choses qui manquent. Pourquoi un député ne réfléchirait pas sur des alternatives, sur des sorties de crise, sur beaucoup de choses, beaucoup de projets futuristes, pour sortir de cette crise ou bien pour sortir du carcan ceux qui l'ont élu. Mais il préfère faire, comme vous le savez, ou comme je vous l'ai décrit tout de suite là, faire des scènes comme celle-ci, celle que je viens de décrire, pour dire tel ou tel, ou bien pour employer des expressions, pour dire par exemple que M. Bahouri peut revenir à l'UFDG mais en 2100. On dirait qu'il sait si lui-même en 2100 il sera encore en vie, des choses comme ça. Moi, je pense que ça, c'est de la comédie, c'est du théâtre qu'il est en train de jouer, et donc cela n'est pas digne d'un député. Un député, quand ça ne sait pas faire des projets futuristes ou quand ça ne sait pas imaginer des solutions qui sont éminentes et immigrantes, je pense que ça ne doit pas inciter à la haine, ça ne doit pas inciter à la violence, ça ne doit pas non plus planifier des meurtres ou faire des appels au meurtre. Je pense qu'il ne fait que de la comédie et la jeunesse guinéenne n'a pas besoin d'un modèle de ce genre. Parlant de l'honorable Ousmane Gawal, tout dernièrement, le ministre de la Justice a mis en garde l'honorable Ousmane Gawal parce que il a été condamné avec sursis de 18 mois. Ce faisant, les militants de l'UFDG pensent que le ministre est en train donc de priver donc de la liberté donc d'expression des militants et de l'honorable Ousmane Gawal. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que pour les avertis ou pour ceux qui connaissent le droit, le ministre n'est pas en train de brimer. Il a qualifié le ministre de ministre de l'injustice. Le ministre n'a rien dit. Parce que ça, il peut le dire, c'est de la liberté d'expression. Mais quand il commente des décisions de justice, tout le monde sait que les décisions de justice ne se commentent que dans les facultés. Et Ousmane Gawal n'est pas étudiant, et mieux, les ondes des radios et des télévisions ne sont pas des facultés de droit. Je pense que le ministre a raison et que Ousmane Gawal, en tant que député, devait se ressaisir et ne pas commenter les décisions de justice. S'il a besoin de commenter des décisions de justice, il peut commander des cours de droit dans les facultés et aller les dispenser là-bas.
Donc, selon vous, pourquoi le fait-il alors, puisqu'il dit qu'il n'a pas peur de retourner, d'aller en prison, pensez-vous qu'il a besoin donc d'aller en prison pour être, enfin, donc d'être un héros, hein, selon vous? Pourquoi il le fait? Ousmane Gawal, c'est un impulsif. Deuxièmement, nos leaders politiques en Afrique pensent qu'il faut faire la prison pour être pour être le héros. Et donc, je pense que s'ils le cherchent, ils n'ont qu'à l'aider à aller en prison. Il verra. D'accord. Alors, vos compatriotes pensent aussi que vous êtes beaucoup plus maintenant instrumentalisé par le président Alpha Condé. Parlez-nous un peu de vos rapports avec le président Alpha Condé. On a l'impression qu'il vous admire beaucoup, que voilà, certaines personnes auraient même auraient insisté qu'à la rencontre avec vous, Baouri, que vous soyez présent. Bon, moi, j'ai pas de relation personnelle avec le président Alpha Condé. Je vous le dis tout de suite. Et je pense que, comme tout Guinéen, aujourd'hui, les acteurs politiques pensent que il y a une nouvelle génération qui arrive et que cette nouvelle génération doit être à l'école, surtout des doyens, si on le dit entre guillemets, ou bien à l'école des aînés, pour qu'ils puissent suivre l'évolution politique, pour qu'ils puissent comprendre les tenants et les aboutissants, comment est-ce que le pays se gère, comment est-ce que le pays devrait aller. Maintenant, à côté de cela, il y a leur talent de nouvelle génération. Je pense que tout ça l'a réuni. Bon, ça peut faire en sorte qu'il y ait des admirations par-ci, par-là, que ce soit M. Alpha Condé, que ce soit M. Baouri, que ce soit un autre responsable politique. Je pense que cela va de soi. Et on travaille tous pour que le pays puisse aller de l'avant. Je sais que c'est pas facile à un moment donné, mais voilà. Je pense que c'est normal que des choses comme ça se passent. Et voilà. Si c'est vrai qu'il a de l'admiration, enfin, je lui rends l'hommage, si vous voulez. Et donc, je continue mon combat, mais je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de relation personnelle entre lui et moi. Mais justement, j'ai des relations parce que j'ai évolué dans ce pays-là pendant très très longtemps avant de m'installer à Paris. J'ai appartenu à des organisations de la société civile dans ce pays. Je suis écrivain, donc je suis en relation avec beaucoup de cadres du RPG ou des autres partis politiques. Donc, du coup, voilà, cette relation-là, elle doit être une relation humaine avant tout. Mais sans le vouloir, puisque le président Alpha Condé a beaucoup d'admiration pour vous, est-ce que vous n'êtes pas en train de devenir donc un allié du président Alpha Condé, sans le vouloir? Être un allié de président Alpha Condé ou ne pas l'être, il faut faire la différence des choses. Quand on est dans l'opposition, il faut être une opposition constructive. Il ne va pas faire comme ce que Cellou Dalein a fait pendant tous ces 5 ans, toutes ces cinq années. Faire empêcher qu'il y ait travail, mettre des enfants dans la rue, et faire des incitations à la haine et tout ça. Je pense qu'il faut dépasser cela. Aujourd'hui, je pense que quand on est dans l'opposition, il faut être une opposition constructive. Quand le professeur ou le président Alpha Condé fait des choses qui ne sont pas bonnes pour le pays, que l'opposant ou que l'opposition que nous sommes puisse dire que le président Alpha Condé a posé tel acte, ce n'est pas un acte salutaire, mais par contre, nous proposons cette autre chose, nous proposons cette autre alternative pour qu'il puisse rectifier son erreur. Ou bien, avant qu'il ne fasse une erreur, quand il y a des projets qui arrivent, qu'on puisse déjà donner notre avis sur ce projet-là pour qu'il puisse s'inspirer ou pour qu'il puisse consulter nos avis pour ne pas que le pays puisse perdre du temps à régler un problème qui pouvait être résolu en un mois, que le pays perde 6 mois ou 1 an, voire 2 ans à régler un petit problème. Donc c'est ça aussi l'opposition. Et si l'admiration peut venir de ça, de part et d'autre, je pense que cela va de soi, c'est naturel. L'objectif c'est quoi? L'essentiel c'est quoi? C'est qu'il est en train de se battre pour ce pays, nous sommes en train de nous battre pour ce pays, et donc si on peut être d'accord sur une chose par rapport à la gestion
par des propositions de part et d'autre et que ces propositions-là puissent être acceptées et que le pays aille de l'avant, je pense que ça sera salutaire. Mais vous aviez dit dans le passé que le président Alpha Condé... C'est avec ça que l'UFDG peut construire l'alternance de demain. Oui, mais vous aviez dit hier que le président Alpha Condé était un dictateur, qu'on ne pouvait pas composer avec lui. Hein. Est-ce que maintenant il est devenu fréquentable? Je vais vous dire une chose. Hier, il y a eu une gestion qui, j'avoue, a été calamiteuse à un moment donné. Mais le premier mandat est passé. Aujourd'hui, il y a un autre mandat qui arrive. Et nous sommes, disons, à l'orée de ce mandat. Est-ce qu'il faut laisser ce mandat-là être géré comme le mandat passé a été géré? Parce qu'on a vu que ça a été géré. Et parce que nous, en ce moment, nous ne pouvions pas être dans le pays, on a vu comment est-ce que nos représentants ont fait en sorte que le pays soit géré comme ça. On se pose d'ailleurs la question de savoir, est-ce que ce ne sont pas nos représentants au mandat passé qui ont fait en sorte que le président Alpha Condé se comporte de la sorte? Je sais qu'il y a des valeurs, je sais qu'il y a des compétences, comment on appelle, qui n'ont pas été fait prévaloir, mais je pense qu'à partir du moment où il y a un deuxième mandat, il faut tout de suite s'interroger, il faut tout de suite s'intéresser à la façon dont les choses vont se faire. Sinon, si nous le laissons seul avec ses capacités, si nous le laissons seul avec sa façon de faire, je pense qu'il va encore refaire les mêmes erreurs qu'il a faites dans le quinquennat passé, et il ne faut pas le faire. Et ne pas le laisser aller faire ce qu'il veut et faire comme il le veut, c'est aussi de s'intéresser à la vie de la nation, d'essayer de l'interpeller, d'essayer de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et comment est-ce que ça devrait marcher, essayer de proposer des solutions pour ne pas que lui, il prenne seul des décisions avec ses conseillers ou avec ses cadres pour aller encore amener la Guinée dans le trou. C'est pourquoi l'opposition doit exister et c'est pourquoi l'opposition doit être constructive. Si l'opposition n'est pas constructive, on ne peut pas voir l'évolution du pays et celui qui est au pouvoir va toujours se tromper et à chaque fois qu'il va se tromper, c'est l'opposition encore qui va crier pour dire qu'il a mal fait, pendant que cette même opposition était capable d'empêcher à ce que celui qui est au pouvoir fasse l'erreur qu'il a faite. Alors, c'est cette responsabilité que nous devons prendre aujourd'hui à l'UFDG pour anticiper. C'est ça. Il faut anticiper certaines décisions, il faut anticiper certaines actions pour montrer le chemin à M. Alpha Condé, pour montrer le chemin au pouvoir actuel, pour ne pas qu'il fasse des erreurs et que derrière, nous venions derrière pour nous lamenter, pour dire qu'ils ont gâché ceci ou gâché cela. C'est ça la responsabilité. Et c'est comme ça seulement qu'on peut construire l'alternance en Guinée pour qu'il n'y ait pas mort d'homme, pour qu'il n'y ait pas perte, comment on appelle, matérielle, pour que cette guerre civile larvée, entretenue par des responsables politiques comme Cellou Dalein Diallo et son directoire, pour que cela ne puisse pas prospérer. Il faut barrer le chemin à ces genres d'idées-là, à cette technocentrisme, à cet technicisme, j'allais dire, pour que les choses puissent aller dans le bon sens jusqu'en 2020, qu'on puisse organiser des élections législatives, communales et communautaires d'abord, dans l'apaisement, législatives et des élections présidentielles, et que l'alternance puisse être possible dans la paix et la quiétude en République de Guinée. Alors, sur le terrain, avec tout ce qui se passe, hein, on peut réellement dire que le divorce entre M. Cellou Dalein Diallo et M. Bahouri est définitivement consommé. Est-ce que c'est de votre avis, hein, ou bien vous pensez qu'il y a des possibilités encore de sauver quelque chose? Moi, je suis pour l'unité, pour qu'il y ait gain. Je suis pour l'unité, pour qu'il y ait transparence. Mais à partir du moment où quelqu'un, un collaborateur, sort une arme contre moi, je ne peux plus collaborer avec cette personne. Il faut comprendre que Cellou Dalein Diallo et son petit clan ont planifié un assassinat contre M. Bahouri. Et donc, si j'étais à sa place, je ne peux pas ou je ne pourrais plus composer avec des personnes qui ont voulu attenter à ma vie et qui
sont là encore, qui sont en train de lutter pour que je sois mort, et politiquement et physiquement. Alors, je ne dis pas que M. Bahouri ne va pas le faire ou il va le faire, mais moi, à sa place, je ne le ferai pas. Tout à l'heure, vous avez parlé donc de planifier l'assassinat donc de Bahouri. Il y a eu un journaliste qui a été donc tué, hein, et pendant vos manifestations, il y a toujours des morts dans des conditions assez bizarres. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent des questions sur ces morts. Est-ce que ces personnes ont raison? Puisqu'ils peuvent dire, puisque vous parlez de planifier, certaines personnes peuvent dire que ces morts aussi ont été planifiées afin de jeter donc l'opprobre un peu sur le président Alpha Condé. Qu'en dites-vous? Aujourd'hui, je dis une chose, je me pose la question de savoir comment est-ce que dans ces manifestations-là, toutes ces personnes sont mortes. Parce que maintenant, je me rends compte que les armes à feu ne sont pas seulement détenues par les forces de l'ordre, mais aussi par les gardes de Cellou Dalein Diallo. Et donc, il faut se poser la question et l'amener jusqu'au CPI pour voir qui est-ce qui tirait sur les manifestants. Non, pour ce pays, c'est un peu trop. Est-ce qu'il y a crime contre l'humanité là? Est-ce que c'est pas un peu trop demandé? Moi, je pense que quand des innocents sont tués et que les conditions restent floues et que la justice guinéenne n'arrive pas à pouvoir démasquer les choses, je pense qu'il faut instruire les juridictions internationales pour que vérité puisse comment on appelle, jaillir et qu'on puisse punir les responsables. Punir les responsables. Alors, il y a une controverse, pour ne pas dire une polémique, ou bien il y a beaucoup d'informations qui fusent de partout qui disent que M. Mohamed Lamine Keïta, c'est un monsieur qui est imprévisible, colérique, incontrôlable. Certaines personnes disent qu'il aurait tenté ou bien il aurait même porté la main à M. Dalein à Paris. Je vous donne la possibilité donc d'éclairer tout ça. Je vais en rire parce que c'est archi faux. À Paris, faisant référence à cette altercation entre M. Dalein et moi, je lui ai juste dit ce que je pensais et la vérité. Parce qu'il y avait des problèmes au sein de l'UFDG. En France, il y avait 2 fédérations en France et il est venu en réunion avec les 2 fédérations pour une réconciliation, me dire que je suis à la base du problème qui le lie avec Bahouri. Et je lui ai rétorqué tout de suite s'il a des problèmes avec Bahouri, qu'il aille les régler là-bas. Ici, c'est un problème de fédération. Et ces 2 fédérations, s'il n'a pas de solution à nous proposer, je ne vois pas pourquoi nous sommes devant lui. Et c'était sincère, c'était ça la réalité. S'il était venu à Paris et qu'il a eu le temps de réunir les 2 fédérations, en tant que père de famille, entre guillemets, comme on le dit, il devait trouver une solution ou une proposition de solution aux 2 fédérations pour qu'il y ait une seule fédération et que nous puissions continuer le combat ensemble. Mais puisqu'il a été incapable de nous proposer une solution, je n'étais pas du tout d'accord avec lui et je n'étais pas du tout d'accord à ce qu'il me taxe ou à ce qu'il m'indexe pour me dire que je suis la source de problème entre lui et Bahouri. Et bien heureusement, le temps m'a donné raison parce que ce n'est pas à cause de cela qu'il avait des problèmes avec Bahouri. On a vu ce qui s'est passé. S'ils sont partis jusqu'à vouloir attenter à sa vie, je ne pense pas que c'est le fait que j'ai conduit un mouvement qui a conduit à une fédération en France qui a fait qu'ils ont pris des armes contre Bahouri. Je pense que ça, c'était archi faux et je l'ai dit en toute franchise et avec, disons, l'énergie qu'il fallait pour qu'il puisse comprendre qu'on n'était pas ici dans un problème de famille et que c'est une institution dont on est en train de défendre les valeurs. Et donc, c'est ça. Mais je n'ai pas failli lui porter la main ou autre, ça reste des dires des personnes qui enveniment les choses. D'accord, voilà. Alors, notre émission, donc, notre interview tire à sa fin. Alors, je vais vous donner donc 5 minutes, Monsieur Mohamed Lamine Keïta. D'abord, merci donc d'avoir accepté donc notre rencontre. Je suis rentré en contact avec vous ce matin et vous avez été très disponible, sans me poser trop de questions, pour accepter donc notre invitation. Encore une fois, merci. Mais avant de vous laisser partir, je vais vous donner 5 minutes pour nous dire exactement ce que vous avez sur le cœur, vous adresser
aux Guinéens en général, aux militants de l'UFDG et surtout en particulier des sympathisants donc de M. Baouri encore qui sont encore un peu dans les doutes. Je vous donne 5 minutes, adressez-vous à eux. Alors, c'est moi qui vous remercie d'abord de l'invitation que vous avez bien voulu me faire. Et donc, je dirais aux militants de l'UFDG, aux sympathisants de l'UFDG, que le combat continue. L'UFDG va gagner et on est en train de travailler. Il faut qu'ils nous aident à travailler, qu'on doit travailler ensemble pour que l'UFDG puisse gagner. Pourquoi? Parce que l'UFDG, ce n'est pas cette UFDG-là que nous avons voulu en 2007 en envoyant Elhadji Cellou Dalein Diallo à la tête de l'UFDG. On a voulu une UFDG qui rassemble tous les fils de la Guinée, pas seulement les fils de Fouta. On a voulu d'une UFDG qui rassemble au maximum au niveau des communautés nationales et au niveau des partis politiques pour pouvoir incarner une alternance démocratique et crédible en République de Guinée. Mais puisque ils ont terni l'image de l'UFDG et sur le plan national et sur le plan international, il faut que les militants de l'UFDG refusent cela. Il faut que les militants de l'UFDG se lèvent comme un seul homme pour redorer les blasons de l'UFDG, pour que l'UFDG puisse être assaini, pour que l'UFDG puisse être une institution où il y a des hommes et des femmes qui sont capables de redresser ce pays, pour qu'il y ait des hommes et des femmes qui sont capables de faire des alliances, de faire en sorte qu'il y ait un rassemblement massif autour de lui pour que l'UFDG puisse gagner les prochaines échéances électorales. Monsieur Baouri, aujourd'hui, est la personne qui incarne le changement au sein de l'UFDG. Il ne faut pas le soutenir personnellement, mais il faut soutenir sa vision, ses actions politiques et tout ce qu'il ambitionne pour l'UFDG de demain. On est en train de travailler avec lui pour que cela puisse être possible et la victoire sera de notre côté. Transcendons tout ce que nous avons comme problème et donnons-nous les mains. Nous allons gagner. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Mohamed Lamine Keïta. Il doit être bientôt 1h, 2h du matin donc à Paris. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Monsieur Roger. Au revoir. Portez-vous bien aussi.